Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Pourquoi la couleur noire continue-t-elle de susciter autant de questions, de malaise, parfois même de rejet? Être juif et noir interroge. Être maghrébin, noir et musulman interroge tout autant, pourtant, il faut le dire avec clarté. Être noir n'est ni un tabou, ni une honte. C'est une fierté humble, ancrée dans une histoire bien plus vaste que ce qu'on a bien voulu nous transmettre. Car l'Afrique n'est pas une périphérie de l'humanité. Elle en est le berceau. C'est d'elle que nous venons tous, sans exception. Peut-être est-ce précisément cela que l'on a cherché à faire oublier, que nous sommes chacun les héritiers de rois et que l'on a tenté, à travers l'histoire, de transformer cet héritage en servitude. Mais reconnaître notre grandeur, à la lumière de ce que nous sommes réellement, n'est ni une provocation, ni une prétention. C'est simplement une vérité trop longtemps tue. Il est donc temps de nous unir, au-delà des frontières que l'on nous a imposées, pour bâtir ensemble l'avenir de ce continent et faire rayonner nos valeurs communes. Car sans mémoire de nos origines, comment pourrions-nous tracer notre chemin? Mettons de côté ce qui nous divise pour construire ensemble un monde plus juste et plus digne. Bonne écoute. On dit souvent que parfois, il y a un peu comme une rupture entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Toi, t'es quoi? T'es un trait d'union entre les deux? Déjà, les Maghrébins ont tendance à beaucoup oublier qu'ils sont africains. Moi, quand je viens en Tunisie, des fois, on me dit « Ici, il y a beaucoup les Africains ici ». Je dis « Mais c'est peut-être parce qu'on est en Afrique, en fait ». On dit « Mais non, les Africains, les Africains ». Et pour eux, les Africains, c'est les Noirs. Et en fait, ils ne savent pas que la Tunisie s'appelait Afriqiya. Et c'est elle qui a donné son nom au continent. Ouais, le nom, c'est donc, vrai. On est africains. On est l'essence même de l'Afrique. Et donc, c'est dommage, si tu veux, de mettre cette distance-là. Collective, quand on dit africain, et d'ailleurs ça revient souvent d'ailleurs dans les propos des Maghrébins eux-mêmes, quand ils veulent dire noir, on dit les Africains là. Et tant que vous trouverez très facilement un Marocain ou un Tunisien qui vous dira « je n'ai jamais été en Afrique ». Il pense dans sa tête que l'Afrique, c'est l'Afrique subsaharienne. Il n'a pas le sentiment, d'une certaine manière, de se trouver sur le continent africain. Il le sait, puisque avec la Coupe d'Afrique des Nations, il est bien obligé de jouer contre le Cameroun ou le Gabon. Mais il y a une sorte de tropisme, d'orientation des terres méditerranéennes qui se trouvent au sud de la Méditerranée vers l'Europe. La deuxième remarque que je voudrais faire, et ceci me mène dans un terrain philosophique, c'est que ce démembrement, cette manière de considérer qu'il y a une séparation entre l'Afrique du Nord et l'Afrique dite subsaharienne, est précisément une manière coloniale de penser notre continent. Eh bien, cette réappropriation, elle doit se faire précisément contre ce partage colonial, contre ce démembrement de l'Afrique qui consiste à considérer qu'il y a d'un côté Égypte, de l'autre l'Afrique du Nord et ensuite l'Afrique subsaharienne. Cette construction coloniale a d'abord été le fait des philosophes. Le philosophe qui est responsable de ce démembrement de l'Afrique, c'est le philosophe que vous avez probablement étudié en terminale, qui est le philosophe Hegel. En Europe, quand on parle d'Africains, on exclut tous ceux qui sont dans la partie nord. Que dans la conscience collective, quand on dit africain, et d'ailleurs ça revient souvent d'ailleurs dans les propos des Maghrébins eux-mêmes, quand ils veulent dire noir, comme noir est aussi un mot tabou, je ne sais pas pourquoi, on dit les Africains noir là. Mais bien sûr, vous pouvez dire noir. Il existe pourquoi ce mot? Pourquoi est-ce qu'on nous a qualifié de noir? Utilisez-le. Vas-y. Est-ce que vous êtes arabe? D'origine, oui, parce que je le sais, mais sinon j'aurais pu me dire que genre. Non, tu es arabe ou pas? Moi je parle arabe. Ouais. Parce que je suis pas rif. Oui, comme. Si j'étais rif ou berbère, j'aurais dit je suis rif ou berbère. Pourquoi moi, parfois je suis avec mes amis, on me dit oui, mais toi t'es pas arabe. Pourtant, je suis musulman, je parle arabe, je pense que je parle arabe mieux que toi. Je sais lire et écrire arabe sans problème. Je parle arabe, j'ai grandi dans une culture arabe. J'ai grandi dans une culture arabe. On me dit ouais, mais t'es pas vraiment arabe parce que t'es noir. On dit les Arabes et on les considère pas comme des Africains, alors que le Maroc se trouve en Afrique. Moi, la dernière fois, devant mes yeux, quelqu'un de ma famille m'a dit tu sais, il y a beaucoup d'Africains en Tunisie. Et j'ai rigolé quand et je te jure, je l'ai entendu. C'est une réalité. Mais tu vois, quand je l'ai entendu, et j'ai rigolé, j'ai regardé, j'ai dit mais attends. Toi, t'es quoi, toi? Il m'a dit, j'ai dit t'es pas africain, toi. Il a dit, mais du coup, il a dit quoi? Il m'a dit si, je suis africain. Non, mais avant, il t'a pas dit genre je suis arabe? Non, il m'a dit, en fait, je crois que même lui, il m'a regardé en mode ah ouais, attends, qu'est-ce que je viens de dire? Je pense qu'ils oublient. Hein. Ouais, non, mais des fois, je crois qu'on parle trop vite des fois et que. Non, on parle pas trop vite. Esma, allez. Quand je parle de conscience collective, c'est ça que je veux dire, c'est que dans la conscience collective, en fait, les Africains, ce sont que les Noirs. Bien sûr qu'il y a des Maghrébins qui se sentent africains, tu vois. Toi, tu viens de le dire. Et moi, j'en connais plein qui se sentent africains, tu vois. Je pense que c'est plus notre génération qui va se sentir appartenir au continent, parce que effectivement, on est un peu plus concernés, on est plus amenés à se rencontrer avec les autres, etc. Donc oui, moi, je pense qu'il y a des Maghrébins qui se sentent africains. De l'autre côté, les subsahariens, bien sûr qu'on vous considère comme des Africains. Et c'est d'ailleurs une des premières choses que tous les Africains noirs disent, c'est que mais
comment eux là, ils font genre, ils sont pas africains, mais quand on regarde sur la carte là, Oui. mais c'est le même continent. C'est ça. Tu vois? Pourquoi est-ce qu'on dit Maghreb? Pour moi, c'est parce que ça fait partie de l'arabisation du nord de l'Afrique, tu vois. Et que c'est la une définition dénomination qui a été donnée par rapport à quoi? Parce que le Maghreb, ça veut dire là où le soleil se couche. Et il se couche par rapport à qui? Par rapport au monde arabe, tu vois ce que je veux dire? T'inquiète, on a fait des recherches, ça va revenir. Ouais, les pays du soleil levant. Mais ça veut rien. Mais c'est juste une définition. Après, pourquoi on les a associés? Parce qu'ils avaient des points en commun. Qu'en est-il des Touaregs? Parce que les Touaregs sont aussi des gens d'Afrique du Nord, mais ils sont beaucoup plus foncés. Un juif noir ou une juive noire, la réaction est toujours la même. C'est comme quand on parlait des Persans dans le Paris du XVIIIe siècle. Monsieur est juif, madame est juive, c'est impossible. Comment peut-on être juif et noir? Pourtant, les juifs noirs existent bel et bien, et de longue date. Pensez à Tzipora, la femme couchite épousée par Moïse. Pensez, plus près de nous, au fameux Beta Israël, connu sous le nom de Falacha. Pensez encore à ces communautés nombreuses de juifs noirs aux États-Unis, au Canada et bien sûr en France. Pensez encore à ces communautés africaines, communautés tribales comme on dit, les Igbo au Nigeria, les Songé en Afrique centrale et beaucoup d'autres au Zimbabwe, en Afrique du Sud. Oui, ils existent, les juifs noirs, les juives noires. Allons donc à leur découverte. Je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire. En hébreu, le mot noir se dit kushi. Alors bien sûr, vous ne connaissez pas l'hébreu, mais faites-moi confiance. Le mot kushi s'écrit en hébreu kaf vav shin yud. Kaf vav, vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Ce qui nous permet de pouvoir faire des correspondances entre des mots différents s'ils ont la même valeur numérique. C'est un des génies de l'hébreu, de pouvoir expliquer le sens d'un mot par rapport à un autre mot qui a la même valeur numérique. Alors, les deux premières lettres du mot kushi, qui veut dire noir en hébreu, c'est kaf vav, qui a pour valeur numérique 26. 26 est la valeur numérique du nom de Dieu. Le nom de Dieu tel qu'il ne se prononce pas, parce qu'on attend la délivrance pour le prononcer véritablement, c'est un yud, un vav, un yud, un he, un vav et un he. Et ce nom de Dieu qui figure dans toute la Torah en hébreu a pour valeur numérique 26. Après, vous avez Kou, donc Kaf Vav, le nom de Dieu, le véritable nom de Dieu, le véritable nom de Dieu dans le mot, donc qui fait allusion aux Africains, aux Noirs. Et après, vous avez Shin Yud, qui veut dire Yesh. Ça veut dire que Kushi signifie Yesh Hashem, il y a Dieu. Ça veut dire que dans l'Africain se trouve Dieu. C'est absolument incroyable. Reisner réalise ses fouilles au cœur de la riche culture de ces hôtes africains. Mais bien que sa mission soit de faire émerger l'histoire africaine du sol, son jugement scientifique reste obscurci par les délires racistes d'une soi-disant supériorité ethnique blanche. Ébloui par la beauté des pyramides qu'il fouille, Reisner refuse de croire qu'elles aient pu être construites par les ancêtres des Africains noirs qui l'entourent, et même lorsqu'il sera confronté à des preuves irréfutables. En 1916, l'équipe de Reisner découvre de magnifiques statues en granit des grands rois couchites. Elles possèdent à l'évidence des traits négroïdes. Reisner est convaincu que les statues ne sont pas des représentations fidèles. Dans ses articles scientifiques, il va même jusqu'à affirmer que les rois et les bâtisseurs des monuments couchites sont des étrangers à la peau claire. Je pense que ça allait totalement à l'encontre de sa vision personnelle de ce que les peuples du Soudan étaient capables de faire. Il avait du mal à comprendre ce qu'il voyait. C'était trop abscon pour lui. Mais il fallait qu'il aille au bout de sa recherche. Reisner n'est ni le premier ni le dernier à sous-estimer les couchites. Jusqu'à récemment, la plupart des archéologues considéraient le royaume de Kouch comme un simple état-sujet de l'Empire égyptien. Une source d'or en temps de paix et d'esclaves employés comme ouvriers ou soldats en temps de guerre. Mais en explorant des sites oubliés dans des conditions dangereuses, une nouvelle génération de scientifiques a découvert une réalité plus juste. Dans les peuples africains se trouve le Dieu authentique
qui a pour nom Yudke Vavke. Incroyable. Ça veut dire que, caché à l'intérieur des peuples africains, se trouve le véritable Dieu. Et c'est pour ça que, en hébreu, on appelle le noir Kushi, qui fait allusion à Yesh Havaye, Dieu se trouve à l'intérieur des peuples africains. Incroyable. Mais vous devez au fur et à mesure prendre conscience que vous devez vous réveiller. Vous devez dévoiler la dimension royale qu'il y a en vous. Vous devez vous débarrasser de vos habits d'humiliation, d'esclavage, etc. Et prendre conscience que le masque qu'on a voulu vous coller, c'est justement pour vous empêcher de devenir ce que vous devez être. Et vous allez devenir ce que vous devez être. Mais pour ça, encore une fois, il faut vous renforcer sur le plan spirituel, sur le plan moral, et petit à petit sur le plan des actions aussi. Il est grand temps, et je sais que ça se fera un jour, où les peuples africains se révolteront contre toute la dictature blanche qui exploite toutes les richesses des Africains. Et encore une fois, j'oserais presque dire, et je le dis avec la plus grande sincérité, soyez fiers d'être noirs. Soyez fiers d'avoir la couleur que vous avez. Parce que cette couleur qui est inscrite sur votre peau témoigne du fait que vous avez été choisi par le maître du monde pour dévoiler sa royauté dans le monde, comme je l'ai expliqué, puisque le noir est la couleur de la royauté d'Hachem. Donc, arrêtez d'être meurtri ou d'être humilié par tous ces racistes qui vous considèrent comme je ne sais quoi, comme ils considèrent les juifs d'ailleurs, et dites-vous, c'est le contraire. C'est justement parce que je suis un roi que tu veux faire de moi un esclave. Mais un jour viendra où vous comprendrez, vous les autres peuples, quelle est notre mission, quelle est notre grandeur, quelle est notre force. Et un jour viendra, on réussira tous ensemble, avec l'aide du Maître du monde, à dévoiler sa royauté sur terre. Be'ezrat Hashem, c'est-à-dire en hébreu, avec l'aide du Maître du monde. Les plus grandes guerres, les plus grands massacres, dans toute l'histoire humaine, c'est le monde occidental. Pas le monde occidental uniquement moderne, bien que le monde occidental moderne, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, sont morts 70 millions de personnes. En 40 ans, 70 millions. Pas en 40 ans de guerre, mais il y a eu la Première Guerre mondiale qui a duré 4 ans, la Deuxième Guerre mondiale qui a duré 4-5 ans. Entre les deux, il y a eu à peu près 20 ans, donc en 30 ans, 70 millions de morts. En deux guerres qui à elles deux ont duré 8-9 ans. 70 millions de morts, sans compter tout ce qui s'est passé avant. Les croisades, l'Inquisition, la guerre de 100 ans, etc. Donc ce sont vraiment des gens qui vivent, comme on l'a vu précisément dans la paracha de la semaine dernière. Yitzhak, quand il bénit Esav, il lui dit, tu vivras, Bechar Becha Tirye, tu vivras avec ton épée à la main. L'Occident, c'est un peuple guerrier. D'ailleurs, j'expliquerai ce soir dans un autre cours qui sera aussi sur mon site, qu'en vérité, c'est la raison pour laquelle le monde occidental a adopté la religion chrétienne qui ne parle que d'amour et de bonté pour se créer une vitrine et cacher son véritable caractère. Parce que justement, le monde occidental est tellement violent, il est tellement assassin et meurtrier, qu'ils ont eu besoin de se créer une religion qui va nous faire croire tout le contraire de ce qu'ils sont véritablement sur le terrain. Bien sûr, je ne parle pas de tel ou tel citoyen, je parle des dirigeants et je parle malheureusement des peuples qui sont exploités et qui sont soumis et qui sont obligés de suivre leurs dirigeants. Mais quoi qu'il en soit, le monde occidental s'est attaqué comme jamais personne au peuple noir, parce qu'il semblerait que dans le subconscient ou même dans le conscient des dirigeants occidentaux, ils savaient que le peuple noir avait une mission qui allait mettre fin à toutes les dictatures et à tout le mal qu'il y a dans le monde, à toute cette corruption qu'il y a dans le monde, et c'est la raison pour laquelle ils ont tout fait pour les transformer en esclaves. Comme l'expliquent nos maîtres, quand tu veux savoir quelle est la mission d'un homme, regarde le mal qu'on lui fait. Si un homme est transformé en esclave, ça veut dire qu'il a une nature de roi. Et pourquoi on le transforme en esclave? Pour l'éloigner au maximum de sa mission d'être un roi, ou de dévoiler la royauté d'Hachem. Maintenant, figurez-vous, mes amis, que depuis des millénaires, nos maîtres nous expliquent que chaque attribut divin, chaque sphira, en hébreu sphira, en français attribut divin, c'est-à-dire une qualité divine, là on parle de la malchoute, chaque qualité a une couleur. Et figurez-vous, quelle est la couleur de la malchoute? Noir. La couleur de la malchoute, c'est le noir. C'est absolument incroyable. La couleur qui définit la malchoute,
la royauté, c'est-à-dire le dévoilement de la royauté d'Hachem dans ce monde, c'est le noir. Vous comprenez, mes amis, quel est le lien entre la mission d'Israël et les peuples africains? Comment se fait-il que les peuples africains sont noirs? Comment se fait-il que la première épouse de Moshe était une africaine? Que la préférée de toutes les épouses du roi Salomon était une africaine? Comment se fait-il qu'Israël a reçu pour mission de dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde et qu'il y a sur terre la couleur noire, et nos maîtres affirment depuis des millénaires que la couleur noire est l'emblème de la royauté d'Hachem? Eh bien, mes amis, vous comprenez quelque chose d'absolument incroyable. Que les peuples noirs, eux aussi, comme Israël, sont en première ligne du dévoilement futur d'Hachem en tant que dirigeant de ce monde. Mi chamocha ba'elim Hachem. Qui est aussi grand que toi, Dieu du monde? C'est lui qui a dit ce verset-là. C'est-à-dire, c'est lui qui a reconnu la grandeur de Dieu. Et nos maîtres nous disent que cela fait allusion à la délivrance finale, où toutes les nations reviendront vers Dieu et diront « Qui est puissant comme toi, maître du monde ?» Mais moi, ce que je rajoute, c'est qui a dit ça? Qui est le modèle de la délivrance finale au niveau des nations? C'est Pharaon. Et nos maîtres nous disent Pharaon était un Africain, un Noir. Ça veut dire que la Torah nous révèle il y a des millénaires que le modèle, que le phare du retour des nations à Dieu, le Dieu authentique, ce sera un Africain ou les Africains et non les Blancs, non les Occidentaux. Après, tout le monde suivra, les Asiatiques, les Occidentaux, tout le monde suivra. Mais c'est Pharaon qui a dit « Qui est comme toi, Dieu, créateur du monde ?» L'histoire, c'est bien sûr l'étude du passé, mais ce n'est pas la contemplation du passé. C'est peut-être la meilleure porte pour connaître le présent. C'est aussi le meilleur chemin pour aller vers le futur. Le proverbe est fameux et il est connu dans tout le continent africain. Si tu ne sais pas d'où tu viens, comment saurais-tu où tu vas? C'est vrai que au cours des 50 dernières années, l'Afrique a beaucoup accompli, beaucoup. L'indépendance politique, presque toujours acquise de haute main, l'unité organisée malgré les tentatives de balkanisation, d'abord dans l'organisation de l'unité africaine, que beaucoup ont qualifié à juste titre de syndicat de chefs d'État. Et puis dans l'Union africaine, une véritable union avec un président ou une présidente, des assemblées élues et un code de bonne conduite. Maintenant, il est clair que les limites apparaissent très vite. Première limite, la gouvernance démocratique. Trop de tricherie, trop de violations de la Constitution, trop de coups d'État. C'est évident que ça ne va pas. Deuxièmement, le développement économique. C'est toujours la même économie sur le continent africain depuis plus de 100 ans. Exportation de matières premières sans valeur ajoutée. Il faut changer cela. Et puis, bien sûr, l'égalité entre les citoyens. L'égalité entre les citadins et les ruraux, l'égalité entre les hommes et les femmes, cela dans le domaine de l'éducation, de la politique et bien sûr des responsabilités assumées par les unes et les autres. Un long chemin qui commence et qui va certainement aboutir, car l'Afrique vient de très très loin de l'origine de l'humanité. Cela étant, elle peut aller aussi très très loin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous.